Salutations, ici Master Shido et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième Shido Theory. Cette vidéo va se concentrer uniquement sur les supernovas, c'est-à-dire les 11 pirates présents sur l'archipel Chabondi avant l'ellipse des 2 ans. Avant de passer à l'argumentation et à l'analyse, je vais vous résumer le fond de ma pensée en une phrase. Les supernovas vont faire une alliance pour faire tomber le système des Yonkou. Comme cette phrase peut être interprétée de différentes manières, il est important de remettre le terme d'alliance dans son contexte. Une alliance représente la mise en commun des ressources de plusieurs groupes dans le but d'atteindre un même objectif. Selon l'objectif, l'alliance peut être d'une durée plus ou moins longue, voire permanente. Il faut souligner que les différences d'idéologie, de principes et de personnalité n'entravent en rien une alliance. Les différents groupes réalisent uniquement une alliance pour atteindre un objectif commun et non pour sympathiser ou créer des liens avec les autres parties. J'insiste particulièrement sur ce point. L'alliance la plus développée ces dernières années est celle entre Luffy et Law. Pour le moment, l'entente est plutôt bonne entre les deux personnes, mais la bonne relation entre ces deux personnages n'est qu'une option et non une généralité pour la création d'une alliance. Je vais vous épargner les exemples classiques de Crocodile, Smoker ou encore César, même si ça serait pertinent. Cependant, d'autres arguments prouvent qu'un objectif commun passe avant les différences de principes et d'idéologie. Il n'y a qu'à voir le système des corsaires qui est une alliance qui regroupe des pirates aux idées et aux personnalités différentes, mais qui collaborent pour un même but. Et c'est exactement sur ce type d'alliance que je vois les supernovas collaborer. Une alliance composée de pirates aux ambitions et aux personnalités différentes sur un même pied d'égalité, qui mettront leurs ressources en commun seulement pour un objectif bien défini. Une alliance de cette envergure sera sans aucun doute aussi importante que les Sandai Seiryoku. Les seules différences entre les supernovas et les corsaires seront l'utilité de l'alliance et la durée. Si le système des corsaires a pour but de maintenir l'équilibre entre les deux autres pouvoirs, l'alliance des supernovas quant à elle aura pour but de bouleverser la hiérarchie des trois grands pouvoirs et de ce fait, cette alliance ne sera que temporaire. Pour argumenter mes propos, je vais développer mon analyse en deux parties. Dans la première partie, je vais vous démontrer que cette alliance est possible, et dans la seconde, je vais vous expliquer pourquoi nous pourrions avoir besoin de ce type d'alliance dans le développement de la trame. Pour commencer, il est important de souligner le fait que le type d'alliance dont je fais référence a déjà eu lieu sur Chabondi. L'alliance était certes implicite, mais le résultat reste le même. Ils étaient tous présents au même endroit au même moment. Ils savaient qu'ils étaient rivaux, mais que l'heure n'était pas au conflit. L'objectif était le même pour tous. Faire profil bas sur Chabondi jusqu'à ce qu'ils atteignent le nouveau monde. Évidemment, cette situation n'a pas empêché certains de créer des ennuis. Cependant, d'autres pirates plus responsables ont pu intervenir pour éviter le pire. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que Luffy envoie un Tenryubito valser. Et justement, c'est à ce moment que ce début d'alliance prend son sens. Kid et Law auraient pu arrêter Luffy avant son geste ou même prendre la fuite par la suite. Mais ils ont décidé d'affronter la situation alors qu'un amiral était en route. Même chose pour les pacifistas et Kizaru, c'était le bon moment pour prendre la fuite et laisser des futurs rivaux se faire éliminer. Apu et Drake ont choisi d'attaquer plutôt que de penser à leurs intérêts personnels. Kid et Law ont battu un pacifista en collaboration. Cependant, une alliance n'est jamais toute rose. Capone et Bonnie ont montré leur désaccord par rapport à cette situation, ce qui montre qu'une alliance ne fait jamais l'unanimité. Avec les événements de Chabondi, on constate qu'une alliance est possible, mais que la situation doit s'y prêter. Face à un adversaire de taille, il est possible de les voir collaborer. Mais cette collaboration aura ses limites et ne sera que temporaire comme sur Chabondi. D'ailleurs, on en vient à un autre argument toujours sur Chabondi. On va faire un peu de mathématiques. D'après chaque quai, il existe 7 routes pour atteindre l'archipel. Et nous avons 9 équipages. Selon le principe des tiroirs du mathématicien Dirichlet, si nous avons plus d'équipages que de routes, 2 équipages devaient forcément se connaître de près ou de loin avant d'atteindre Chabondi. Surtout si les équipages en question sont originaires de la même mer. Les Mugiwara sont les seuls à venir d'East Blue et ils n'ont croisé personne. Par contre, 3 équipages sont originaires de North Blue. Il s'agit de Trafalgar Law, Diez Drake et Basil Hawkins. Sans compter le dernier, Drake ainsi que Law partagent un autre point commun. Ils étaient tous les deux sur l'île de Rubeck, ils ont un lien direct avec la transaction du Ope Nomi. Le père de Drake était en possession du fruit et Rocinante le convoitait. Lors de cet incident, ils ont tous les deux été tués par Doflamingo et son équipage. Drake et Law ont perdu un proche pour le même artefact. Avec cet événement, j'ai du mal à croire qu'ils sont venus par la même route sans se connaître ou se croiser, surtout avec leurs primes. Une alliance entre ces deux-là avant l'ellipse n'est pas à exclure. Ils sont les deux seuls supernovas qui sont entrés dans le nouveau monde avec un objectif et qui ont par la suite obtenu un statut particulier. L'un travaille pour Kaido qui est la cible principale de notre alliance et l'autre a fini Shichibukai. Luffy est peut-être le 3e membre de cette supposée alliance. En parlant du nouveau monde, on peut aussi noter que les pirates de cette génération sont pour le moment les seuls à se dresser contre les Yonkou. Selon les provocations et les déclarations, on peut plus ou moins dégager de futurs alliés. Par exemple, Kid envisageait d'attaquer Shanks. Avant ça, on apprend par Tamago et Pecoms qu'il a coulé des navires à Big Mom. Puis récemment, il s'est fait battre et capturer par Kaido. Eustace Kid peut donc être un allié pour l'affrontement de ces 3 Yonkou. Quant à Rouge, il pourrait être un allié face à Big Mom puisqu'il l'a provoqué en battant un de ses commandants. Pour ce qui est de Bonnie, elle s'est attaquée à Barbe Noire avant que celui-ci n'accède au statut d'empereur.
Après les provocations concrètes, nous pouvons aussi noter les comportements douteux. Capone et Apu travaillent pour des Yonkou, mais leur loyauté peut être remise en question. Pecoms n'a aucune confiance en Capone et ce dernier n'a pas encore montré une réelle allégeance à Big Mom. Apu lui travaille pour Kaido, mais si son engagement était si sincère, il n'aurait probablement jamais eu l'intention de faire tomber Shanks avec Kid et Hawkins. De plus, il est quasiment impossible qu'il ait pu prévoir l'arrivée de Kaido. Luffy de son côté a déjà provoqué 2 Yonkou en arrivant dans le Nouveau Monde. Il va devoir réunir plus de ressources pour tous les affronter et espérer avancer dans son aventure. Cependant, il y a encore un point important à aborder dans mon argument concernant les différentes confrontations. Shanks. Luffy est en très bon terme avec l'empereur Shanks le Roux. De ce fait, des questions très pertinentes risquent d'être posées. Bien que la réponse est très simple, ces questions méritent quand même d'être posées. Pourquoi Luffy ferait du mal à Shanks et comment il peut collaborer avec des personnes qui veulent la tête de celui-ci? Ce point est très intéressant puisqu'au vu des actions de Shanks, il représente l'allié parfait face à des menaces comme Barbe Noire. Mais la réponse à cette question va totalement à l'encontre d'une éventuelle alliance. Voici la réponse en 2 temps. Luffy a prévu de battre Shanks et Shanks attend ce dernier pour l'affronter. C'est difficile à comprendre et encore plus à envisager, mais je n'invente rien. Je ne me base pas sur une quelconque mythologie ou un foreshadowing, c'est le manga qui indique que les propos de Luffy ainsi que les actions de Shanks vont dans cette direction. Dans la promesse de Luffy à Shanks, il déclare qu'il va se constituer un équipage qui ne perdra pas contre le sien. Le Roux le prend au mot et lui demande s'il est capable de le surpasser. Cette promesse ressemble fortement à un duel. Attention, quand je dis duel, je ne veux pas dire qu'il y aura une quelconque animosité entre les 2 personnages. Le comportement de Shanks indique qu'il est très friand de ce type d'affrontement. Il propose un combat à Mihawk lorsque ce dernier lui rend visite. Il en est de même pour Ace qui lui voulait le remercier. Enfin, il a échangé des coups avec Barbe Blanche et pourtant il entretient de très bons termes avec ces derniers. Shanks suit la progression de Luffy pour voir s'il sera digne de l'affronter un jour. C'est pour cela qu'il ne va pas à sa rencontre bien qu'il en ait les moyens. Il attend patiemment ce jour. Pour ce qui est de Luffy, il fait le nécessaire pour suivre le chemin de son modèle et atteindre son objectif. Ce n'est qu'après l'ellipse que Luffy réaffirme sa volonté d'affronter Shanks. Il fait savoir à Law sur Punk Hazard qu'il compte abattre tous les Yonkou. Ses propos sont les suivants. Tant que Shanks n'est pas le premier, ça me va, parce que je compte tous les battre. 1人目はシャンクスじゃなきゃまあいいかだって四皇は俺が全部倒すつもりだから Le combat contre Shanks est donc bien prévu. De plus, le fait qu'Usopp ait rejoint l'équipage peut présager un duel père-fils, car son rêve est un peu trop vague. Un grand guerrier des mers n'est pas quantifiable. Sa prime dépasse déjà les 100 millions et il est capable de vaincre un homme poisson en 1 contre 1. Il peut déjà se considérer comme un grand guerrier puisque ce genre d'exploit n'est plus à la portée du Usopp des premiers tomes. En affrontant son père et en le surpassant, il aura atteint son objectif puisque Yasopp le considérera comme étant un grand guerrier. L'affrontement entre Luffy et Shanks est possible. Selon le déroulement des arcs, on aura plus ou moins besoin que ça arrive. Justement, on en arrive à la seconde partie de mon analyse concernant les besoins de cette alliance. S'unir contre les Yonkou est une nécessité pour la trame car ils ne nous ont pas été présentés comme des ennemis habituels. Faire tomber un Yonkou est bien plus compliqué que de battre un marine ou un corsaire. Vaincre un empereur, c'est la partie la plus facile. C'est après l'avoir battu que les choses vont se corser. Puisqu'à moins de l'envoyer à Impel Down ou encore de le tuer, il y aura toujours une possibilité de retour. Les empereurs possèdent des alliés et des îles, ils peuvent se permettre une défaite et ils auront toujours les ressources pour revenir. Mais admettons quand même que Luffy et Law arrivent à faire tomber Kaido. Si ce dernier est toujours vivant, rien ne l'empêche de les prendre un par un pour retrouver sa position. Luffy et Law ne vont pas rester ensemble éternellement. Par contre, avec 9 équipages, le Yonkou déchu ne peut plus attaquer au risque d'alerter les 8 autres équipages. Face à cette situation, l'improbable peut se produire. Le gouvernement et la marine font le nécessaire pour garder un contrôle sur les empereurs. La chute d'un Yonkou ne les dérange pas, et sont même prêts à y mettre les moyens comme ce fut le cas sur Marineford. Cependant, ils redoutent la rencontre entre 2 empereurs non pas parce que la confrontation entre 2 Yonkou pourrait bouleverser l'équilibre du monde, mais plutôt pour éviter une collaboration entre 2 empereurs. Si cela venait à se produire, une force inarrêtable pourrait voir le jour. Les Yonkou ne sont pas connus pour travailler ensemble, mais une fois déchus, leurs actions deviennent imprévisibles. La chute d'un Yonkou n'est pas aussi simple, il a quand même fallu 1 an à Barbe Noire pour être considéré comme tel. Et pourtant, rien qu'après Marineford, il était déjà en pole position pour le poste. Il a probablement dû affronter les autres Yonkou pour prouver qu'il était digne du titre. Puis il ne faut pas oublier que pour son cas, il a eu la chance de pouvoir prétendre à cette position car Barbe Blanche n'était plus de ce monde. Pour ce qui est du cas de Luffy, il ne veut pas devenir Yonkou mais tous les abattre afin d'atteindre son objectif. Il va donc devoir faire face à 4 superpuissances pour espérer devenir le seigneur des pirates. Sachant que certains de ses collègues de la pire des générations vont devenir des rivaux par la suite, pour faire avancer la trame, une collaboration pourrait permettre de développer chacun des supernovas au fur et à mesure des affrontements contre les Yonkou. Un travail remarquable a été opéré sur Law. Nous en savons plus sur le personnage et le plan pour faire tomber Kaido est en marche. Les autres supernovas nous ont été présentés comme des pirates qui vont marquer l'histoire.
et je doute fort que c'est en étant des subalternes de Yonkou qu'ils vont parvenir à devenir des légendes. Par contre, un groupe de pirates qui arrivent à renverser les empereurs est un exploit historique. De toute manière, ils vont devoir affronter les Yonkou s'ils veulent survivre dans le nouveau monde. L'heure n'est pas encore au conflit tant que des ennemis plus puissants subsistent. Enfin, c'est le meilleur moment pour espérer renverser les 3 grands pouvoirs puisqu'ils n'ont jamais été aussi fébriles. Les corsaires ne sont plus qu'au nombre de 5 et ce n'est qu'une question de temps avant que le torchon ne brûle entre les Shichibukai et la marine. Certains Yonkou commencent à perdre des ressources comme Big Mom qui s'est fait attaquer par Kid et par Eau-Rouge. Il y a aussi Kaido qui a perdu son fournisseur en Smile puis Barbe Noire qui est en conflit avec le Cypher Pole Zero. Une alliance entre les supernovas pourrait voir le jour prochainement histoire d'enfoncer le clou. Sachant qu'ils commencent à suivre le même pari que Law sur Marineford, c'est-à-dire miser sur la force d'un futur rival pour atteindre un objectif encore plus ambitieux. Si Kid a pu mettre sa fierté de côté pour s'asseoir à la même table qu'au Kinsey Apu, les autres peuvent faire de même. Bien évidemment, cette alliance prendra fin. Avec autant de pirates différents, il y en a toujours un qui va penser à ses intérêts personnels au point de ruiner l'alliance. Puisqu'entre les ambitions et l'attitude belliqueuse de Kid, les stratégies de Law et la fourberie de Capone et Apu, ce n'est pas les coupables qui manquent. Mais comme artisan de l'échec de cette alliance, je miserais plutôt sur Luffy. Il est le plus incontrôlable et le plus imprévisible de ses camarades. Il est aussi celui qui a mis un terme à l'alliance implicite sur Shabondi. Nous ne sommes pas à l'abri de revoir Luffy agir ainsi une seconde fois. A noter qu'il ne faut pas oublier les propos de Law envers Doflamingo sur Punk Hazard. Ceci marque la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi intégralement. Si mon analyse vous a plu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, je vous invite à me suivre sur Facebook et Twitter pour échanger. Vous pouvez aussi me retrouver dans les lives de Goji ainsi que de Gonzaru de temps en temps. En attendant, je vous invite à visionner mes autres vidéos. Un grand merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt.